tout le monde devient un peu développeur parce que l'anglais est en quelque sorte le nouveau langage de programmation. Nous devions gérer du contenu sur de multiples plateformes, dont des sites web et des applications mobiles. La façon de créer des sites web était déjà en train de changer complètement. Pierre Bergy est le cofondateur et directeur général de Strapi, l'un des frameworks de gestion de contenu headless open source les plus avancés, qui permet aux développeurs de créer des interfaces de programmation d'applications rapidement et en toute sécurité. Vous avez une personnalité assez peu conventionnelle pour construire à partir de zéro une nouvelle plateforme technologique fantastique. Headless signify qu'il n'y a pas de front-end dans le système de gestion de contenu. Laissez-moi vous expliquer. L'open source est extrêmement important pour les systèmes de gestion de contenu parce que les entreprises veulent héberger leur système de gestion de contenu sur différentes plateformes. L'avantage des logiciels open source est leur personnalisation complète, notamment grâce à l'installation locale du trafic sur les ordinateurs des développeurs. Nous croyons vraiment que l'intelligence artificielle va donner plus de pouvoir aussi bien aux développeurs qu'aux marketeurs. Bienvenue dans le podcast YouTube de Dinis Guarda. Propulsé par citiesabc.com, businessabc.net et Wisdomia AI. Ici, nous présentons des penseurs mondiaux et surtout les personnes qui transforment notre société, notre monde, grâce au meilleur des affaires et de la technologie, ainsi que celles qui ont une grande capacité de persévérance et qui font de leur mieux pour avoir un impact, mais aussi pour mener des actions significatives dans le monde dans lequel nous vivons. J'aimerais partager avec vous une découverte révolutionnaire que j'ai faite récemment. Merlin Intelligence Artificielle est un outil révolutionnaire offrant un excellent rapport qualité-prix et une productivité accrue. Pensez-y, ChatGPT Plus coûte individuellement environ 21 à 22 dollars américains par mois. Claude est encore 25 dollars États-Unis avec taxes sur la valeur ajoutée, pareil pour Gemini. Près de 60 dollars par mois pour seulement 3 outils dont la plupart des gens ne tirent pas pleinement parti. Avec Merlin Intelligence Artificielle, vous avez accès à tous les principaux modèles d'intelligence artificielle ChatGPT 4, Claude 3.5, Gemini, Grok, DeepSeek et bien d'autres pour seulement 5 dollars par mois. L'abonnement standard à Merlin coûte 228 dollars par an, mais avec le code promo affiché à l'écran, le prix chute à seulement 60 dollars par an, soit une réduction de 75%. Littéralement 5 dollars par mois pour toute la suite d'intelligence artificielle. Aucune combine, aucun piratage, totalement légal. Merlin Intelligence Artificielle exploite intelligemment les coûts des interfaces de programmation d'applications pour offrir une plateforme unifiée. Offrant à tous, professionnels, étudiants, chercheurs, créateurs, la puissance des grands modèles à un prix unique et abordable. Une autre chose qui m'a vraiment marqué, les projets. C'est là que Merlin dépasse le simple outil pour devenir votre copilote. Vous téléchargez des documents, assigner des tâches, comme générer des scripts YouTube, analyser des rapports ou créer des flux de travail de contenu, et Merlin met en place un espace de travail intelligent basé sur votre contexte. Il extrait des références, propose des idées et structure votre production. C'est comme avoir un assistant de recherche, un stratège et un rédacteur dans un seul tableau de bord. Pour tous ceux qui utilisent l'intelligence artificielle régulièrement dans le cadre professionnel, la recherche académique ou la création de contenu, c'est une évidence. Vous économisez plus de 180 dollars par an et vous accédez à plus d'outils avec une meilleure intégration et beaucoup moins de changements entre les onglets ou les plateformes. Je l'ai intégré à mon flux de travail et je pense que des plateformes comme Merlin Intelligence Artificielle représentent la prochaine évolution de notre interaction avec l'intelligence artificielle, unifiée, accessible et conçue pour les créateurs et les penseurs. Je partagerai le lien et le code promo ci-dessous. Pour booster votre productivité avec l'intelligence artificielle, découvrez Merlin Intelligence Artificielle sans attendre. Aujourd'hui, je suis très enthousiaste de vous présenter l'une des personnalités qui révolutionne l'industrie du contenu avec son système de gestion de contenu à la pointe de la technologie, Strapi. Je souhaite la bienvenue dans notre série à Pierre Bergy, le cofondateur et directeur général de Strapi, l'un des frameworks de gestion de contenu headless open source les plus avancés, qui permet aux développeurs de créer des interfaces de programmation d'applications rapidement et en toute sécurité. Strapi a construit une communauté mondiale de plus de 72 000 développeurs actifs et 66 000 étoiles sur GitHub et est approuvé par des leaders mondiaux tels que International Business Machines Walmart,
la National Aeronautics and Space Administration Toyota et la Société Générale. En 2020, Strapi a annoncé une levée de fonds d'amorçage de 4 millions menée par Axel et Strade.vc avec la participation d'investisseurs providentiels et d'experts open source renommés tels que Solomon Hykes, Guillermo Rauch et Illy Collins. Pierre était auparavant développeur chez Checkout.com et WeWill. Pierre est titulaire d'un master en design web, développement web et web marketing de l'Haute École des technologies de l'information et de la communication, une école de technologie numérique réputée en France. Il est également titulaire d'un Bachelor of Business Administration en marketing, vente et finance d'entreprise de l'École de gestion et de commerce Business School. Pierre Burgi, c'est un plaisir de vous avoir ici. J'attendais ce moment avec impatience et vous êtes vraiment une personnalité atypique dans la création à partir de zéro d'une plateforme technologique fantastique, mais aussi j'aimerais revenir aux bases. Donc, si vous demandiez à votre vous de 12 ans, il y a quelques années, où vous en êtes aujourd'hui dans la Silicon Valley et aussi de Paris à la Silicon Valley et en France, comment verriez-vous ce garçon de 12 ans et qu'est-ce qui vous a influencé pour devenir celui que vous êtes aujourd'hui? Waouh, C'est une bonne question. Tout d'abord, merci de m'accueillir aujourd'hui. Eh bien, oui, je pense que je serais fier que nous ayons mené un projet open source aussi réussi. J'ai grandi en France, dans l'Est, dans un village de 690 habitants. J'ai passé la majeure partie de mon enfance. Quand j'étais pas à l'école, je faisais du vélo tout-terrain et de la planche à voile. Ce sont deux passions très importantes pour moi. Et c'est seulement plus tard que je suis vraiment devenu passionné par ça. Donc, quand j'avais 12 ans, ouais, je me suis soudainement intéressé aux technologies, mais ce n'est que plus tard que j'ai vraiment commencé à devenir passionné par le codage. Oui, ça a été tout un parcours de ce petit village à m'asseoir à Paris, rencontrer mes cofondateurs, commencer à travailler comme développeur financier, créer cette petite agence web tout en étant étudiant et répondre à un besoin beaucoup plus traditionnel pour un système de gestion de contenu beaucoup plus moderne. Et nous avons fini par créer notre propre solution et la rendre open source en 2015. Donc, pendant ce parcours, bien sûr, comme tu l'as dit, d'un petit village de France vers le monde, tout d'abord, j'aimerais aborder ton parcours d'ingénieur, un peu de ton histoire et comment tu es venu à l'open source. On t'a aussi mentionné l'agence avant même qu'on parle de Strapi. Alors, j'ai commencé mes études dans une école de commerce quand j'avais 19 ans. Je travaillais à temps partiel comme agent immobilier, vendant des maisons et des appartements. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé que je voulais créer ma propre entreprise. Donc, j'ai décidé de poursuivre mes études en informatique pour pouvoir créer mes propres sites web, mes propres produits. Et c'est ce que j'ai fait. C'est à ce moment-là que j'ai déménagé à Paris en 2013 et je suis vraiment devenu passionné par la création avec JavaScript. Je pense qu'ils l'ont construit avec mes propres sites web. J'ai fait un stage chez Checkout.com quand j'étais étudiant. C'était en 2014. Et après cela, je créais beaucoup de sites web pour des clients avec mes deux cofondateurs, Oliane et Jim, qui sont deux amis de l'université où nous avons étudié à Paris. Et nous étions tellement frustrés par les systèmes de gestion de contenu traditionnels que nous avons décidé de créer le nôtre. Nous devions gérer du contenu sur de multiples plateformes, incluant des sites web et des applications mobiles. Même la création de sites web était en pleine mutation. Au lieu d'utiliser des systèmes traditionnels comme PHP, nous voulions utiliser des frameworks front-end modernes, c'est comme Angular à l'époque, puis React et Vue.js, qui sont des frameworks qui aident vraiment les développeurs à créer des sites web plus rapides. Mais toute cette technologie est conçue pour se connecter à une interface de programmation d'application et y intégrer le contenu. C'est pourquoi nous avions besoin d'un centre de maintenance informatique plus moderne, basé sur JavaScript. C'était interface de programmation d'application d'abord. C'est ainsi que nous avons fini par le construire pour nous-mêmes. Nous avons commencé à l'utiliser pour des clients et avons réalisé que de nombreux développeurs avaient des besoins similaires. Alors, nous avons décidé de rendre le projet open source pour redonner à la communauté et avoir vraiment un impact énorme car nous voulions déjà construire le système de gestion de contenu le plus populaire. Fascinant.
passons à Strapi. Comme vous l'avez mentionné, à partir de cette création, d'observer et de bâtir un système de gestion de contenu open source, ce qui est une grande tâche parce qu'il y a bien sûr des centaines de systèmes de gestion de contenu et certains d'entre eux avec, eh bien, il y a 1,1 milliard de sites web dans le monde. J'aime toujours garder les chiffres plus ou moins. Et bien sûr, 40% c'est WordPress, mais il y a beaucoup de grandes plateformes, systèmes de gestion de contenu mondial, des grands acteurs de la tech, de la Silicon Valley à l'open source. Alors tout d'abord, explique à notre public ce qu'est Strapi. Expliquez ensuite la raison de sa création, son fonctionnement et son écosystème. Oui, donc Strapi est un système de gestion de contenu. Donc, le système de gestion de contenu est un outil pour gérer le contenu. Sur un site web, vous devez régulièrement mettre à jour le contenu, ajouter des articles de blog, modifier la page d'accueil, etc. C'est ce que permet un système de gestion de contenu et c'est ce que nous faisons pour des sites web modernes. Et Strapi est open source, il est entièrement personnalisable et il y a une très grande communauté autour de lui. Cette communauté est composée de contributeurs individuels du monde entier, ainsi que de partenaires de solutions, généralement des agences digitales qui utilisent Strapi, qui recommandent Strapi et qui développent ou font fonctionner Strapi en créant par exemple des plugins qui sont des extensions des plugins. Il y a plus de 200 plugins sur la place de marché Strapi. Et cela fait vraiment de Strapi bien plus qu'un système de gestion de contenu, c'est vraiment un écosystème. Parlons de l'écosystème. J'aime démystifier dans cette série ce qu'il faut pour construire quelque chose, si vous le permettez. Bon, je sais que ce n'est pas facile. L'un des défis dans la technologie, c'est de créer son propre écosystème et de maintenir une cohérence tout en préservant l'innovation. Dans le passé, j'ai moi-même construit un système de gestion de contenu, en fait. Et je sais à quel point c'est complexe parce qu'il faut maintenir la base de l'innovation. Il faut continuer à attirer les développeurs et aussi garder toute l'innovation qui arrive. Donc, un peu de ce parcours depuis le début. Et tu as mentionné que tu as commencé en t'intéressant beaucoup à la communauté open source. Mais je pense qu'une partie de cette histoire, je ne sais pas si tu veux partager un peu de détails sur comment on commence, qu'est-ce qu'on fait, à quel moment on se dit, OK, je vais créer un système de gestion de contenu, je vais attirer une audience, je vais construire une communauté de développeurs et les gens pourront construire dessus. Et aussi, quelle est l'unicité de Strapi par rapport aux autres solutions open source ou aux autres systèmes de gestion de contenu? Oui, bien sûr. Tout d'abord, félicitations pour avoir créé ton propre système de gestion de contenu. Avec Pfeffer, c'est plutôt facile. Tu construis facilement le panneau d'administration. Tu peux gérer du contenu, mais dès que tu veux gérer du contenu dans différentes langues, dès que tu veux limiter l'accès dans le système de gestion de contenu, dès que tu veux avoir des workflows de relecture, des publications, tous ces types de choses, un système de gestion de contenu peut devenir un logiciel très complexe. C'est pour ça qu'on travaille dessus depuis 10 ans maintenant. Donc oui, c'est beaucoup de travail. Nous utilisions tous ces systèmes de gestion de contenu traditionnels, mais nous avions besoin de quelque chose de plus moderne et c'est vraiment pour ça qu'on a décidé de construire le nôtre. Et en ce qui concerne l'écosystème, nous avons décidé de créer Strapi comme un outil open source dès le premier jour parce que on voulait rendre à la communauté open source ce qu'elle nous avait donné, car en tant que développeur, nous utilisons des outils open source toute la journée. Nous sommes aussi convaincus que l'open source est extrêmement important pour les systèmes de gestion de contenu parce que les entreprises veulent héberger leur système de gestion de contenu sur différentes plateformes. Elles ne veulent pas forcément dépendre d'une solution propriétaire dont elles ne peuvent pas se détacher, mais elles veulent aussi pouvoir héberger le système de gestion de contenu sur leur propre cloud. Par exemple, cela peut être GCP ou AWS. C'est une nécessité pour elles afin de protéger la confidentialité des données. Et cela n'empêche pas le système de gestion de contenu d'être facile à utiliser, car le système de gestion de contenu peut aussi proposer sa propre plateforme cloud, ce que nous faisons avec TropiCloud. Et donc, nous étions vraiment convaincus par l'open source pour cette raison, mais aussi parce qu'en tant que développeurs, nous sommes absolument persuadés que toutes les entreprises, surtout sur différents projets et avec un ensemble spécifique d'exigences, peuvent avoir des besoins concernant les fonctionnalités du système de gestion de contenu, mais aussi concernant les intégrations. Pensez à une intégration avec HubSpot, Salesforce, Shopify ou Cloudinary.
Ces intégrations sont cruciales dans le système de gestion de contenu et chaque entreprise a son propre ensemble d'outils qu'elle utilise déjà et peut-être que ces outils existent depuis des années, mais ils ne peuvent pas s'en débarrasser et ils ne devraient probablement pas car cela serait coûteux et ils ne se concentreraient pas sur les bonnes choses. Et pourtant, ils ont besoin de s'intégrer à ces outils. Donc, la beauté du logiciel open source, c'est qu'il est entièrement personnalisable, surtout puisque Traffic peut être installé localement sur les ordinateurs des développeurs. Et ensuite veulent publier sur Strawberry Cloud ou tout autre fournisseur de cloud. C'est donc ce que nous avons fait. Et ça fonctionne vraiment bien. Et tous nos grands clients d'entreprise ont vraiment prouvé ce besoin d'avoir quelque chose en open source. Et pour parler un peu plus de l'écosystème dans la communauté, j'aime vraiment considérer qu'il y a différents cercles parce que parfois les gens me demandent, oh, on comprend la communauté. Eh bien, c'est en fait chaque utilisateur de Strapi et tout commence avec les contributeurs principaux. Strapi est open source. Le dépôt, c'est public sur GitHub. Il a atteint 66 000 étoiles sur GitHub, ce qui fait de Strapi l'un des 100 dépôts les plus étoilés sur GitHub, ce qui est énorme. Et nous recevons beaucoup de contributions sur ce dépôt spécifique. Et donc, c'est notre contribution principale. C'est vraiment le cœur de l'écosystème. Mais l'écosystème, il est bien plus que les contributeurs principaux. Ce sont aussi toutes les personnes, qu'elles soient des individus, des partenaires de solutions ou des partenaires technologiques qui créent les intégrations qui gravitent autour de Strapi. C'est pourquoi Strapi Markets, la place de marché de Strapi, est très importante. Et c'est là que, en tant qu'utilisateur, vous pouvez tirer énormément de valeur de ce que d'autres développeurs ont créé. Parce que si vous avez besoin d'une intégration avec Shopify, par exemple, vous la trouverez sur la place de marché. Vous gagnerez donc beaucoup de temps lors de la construction de votre projet personnel. Et c'est vraiment là toute la puissance de la création d'un écosystème. Et il s'agit aussi de tous les partenaires de solutions, des agences digitales, qui recommandent Strapi à leurs clients finaux. Nous leur donnons vraiment les moyens de réussir. Nous ne sommes pas en concurrence avec eux, car nous n'avons aucune intention de devenir une société de services. Était à nos débuts, quand nous devions générer des revenus en tant qu'étudiants peu payés. Nous ne pouvions pas encore générer de revenus avec le produit, mais nous avons aussi découvert que nous passions 90% de notre temps à développer des solutions sur mesure pour les clients, alors que nous voulions être une entreprise de produits et créer le meilleur système de gestion de contenu possible. C'est pourquoi l'écosystème est si important et qu'il existe ces différents cercles qui gravitent vraiment autour de la stratégie. Et c'est l'élément clé, la communauté. Et je dirais qu'en ce moment, la chose la plus importante, c'est l'écosystème, les communautés. Et je pense que c'est assez difficile parce que, comme tu l'as dit, quand on parle d'open source, il y a tellement de complexité parce qu'il faut continuer à construire. Si tu es dans un environnement fermé, tu as les avantages de tout avoir dans un seul package, mais si ce n'est pas le cas, c'est assez compliqué. Donc, tout d'abord, j'aimerais que tu expliques pour les personnes qui nous écoutent, il y a différents chiffres que j'aimerais que tu vois si tu peux les rendre publics, mais je pense avoir trouvé des chiffres qui disent qu'il y a environ, d'après au moins une source, environ 53 000 sites web qui utilisent Strapi. Et il y a une autre source qui dit un peu moins, avec 26 000 sites actuellement actifs, c'est l'un des chiffres, mais tu as aussi de très grandes organisations comme International Business Machines et la National Aeronautics and Space Administration, dont certains développeurs utilisent Strapi. Donc, donne-nous quelques chiffres sur ton écosystème et aussi, je pense que tu pourrais décrire ce qu'est un système de gestion de contenu headless open source. J'aime que les auditeurs comprennent ces concepts. La plupart des universités n'enseignent pas cela, sauf en développement logiciel, et les gens utilisent la technologie sans le savoir. La majorité de l'audience ne connaît probablement pas les systèmes de gestion de contenu headless. Peux-tu expliquer cela, puis parler de ton écosystème et de ton succès? Oui, bien sûr. D'ailleurs, les chiffres que tu as partagés sont en réalité déjà bien plus élevés. Donc, le système Strawberry continue de croître. C'est un très bon signe. Donc, headless signifie il y a pas de front-end dans le système de gestion de contenu. Laisse-moi t'expliquer. Dans un système de gestion de contenu traditionnel, il y a vraiment deux composants. Tu as le back-end, qui est le panneau d'administration pour gérer le contenu. C'est ici que tu créeras et modifieras des articles de blog, changeras la page d'accueil, etc.
Et il y a aussi le front-end qui est la partie visible du site web. Donc, si tu vas sur adidas.com, par exemple, ce que tu verras, c'est le front-end. Historiquement, le front-end était généré par le système de gestion de contenu, mais maintenant, parce que les développeurs veulent utiliser des technologies beaucoup plus modernes pour de très bonnes raisons, généralement pour la performance, ils veulent utiliser des frameworks qui sont indépendants du système de gestion de contenu. Et donc, dans un système de gestion de contenu traditionnel, il y a le back-end, qui c'est le panneau d'administration, et le front-end. Dans un système de gestion de contenu headless, vous avez le back-end et au lieu du front-end, vous avez une interface de programmation d'application et cette interface de programmation d'application rend le contenu disponible pour n'importe quelle plateforme, que ce soit une application mobile ou un front-end réalisé avec un framework front-end moderne. Fantastique, et vous l'avez très bien résumé, merci. Donc, pour revenir à votre communauté, je pense à certains des points forts de la communauté. J'ai mentionné International Business Machines et la National Aeronautics and Space Administration, mais pouvez-vous parler un peu de certains des points forts de la communauté et pour les personnes qui vous écoutent, qu'est-ce qui vous rend spéciaux? Oui, donc ce qui rend vraiment Strapi spécial, c'est que c'est open source. Ce qui, comme mentionné précédemment, signifie que vous pouvez héberger Strapi sur votre propre fournisseur cloud et que vous pouvez personnaliser Strapi avec du code. Donc, vous pouvez l'intégrer avec vos outils existants, par exemple. Il y a aussi une très grande communauté d'utilisateurs et de partenaires partout dans le monde. Donc, si vous avez besoin de créer un projet, vous trouverez des développeurs et des partenaires Strapi, ce qui vous fera gagner beaucoup de temps lors de la création de votre propre projet. Fantastique. Donc, pour revenir à certains des différents aspects, l'une des choses que j'aime dans Strapi, et bien sûr, pour ceux qui nous écoutent, mon organisation utilise Strapi, donc je suis impliqué. Donc, l'un des points, c'est que vous avez beaucoup de support en termes d'interfaces de programmation d'applications ouvertes et vous prenez en charge à la fois les interfaces de programmation d'applications Representational State Transfer et GraphQL. Donc, interface de programmation d'application, juste pour ceux qui nous écoutent, signifie interface de programmation d'application. Alors, comment voyez-vous la vision du futur de l'architecture de contenu axée sur l'interface de programmation d'application, surtout à l'ère du composable et de l'expérience mobile ou numérique, alors que l'intelligence artificielle devient de plus en plus importante? Oui. Donc, lorsqu'il s'agit de composabilité, qui est cette idée de connecter des outils ensemble, avoir un système de gestion de contenu comme Atlas est excellent parce qu'il est axé sur l'interface de programmation d'application. Donc, vous allez pouvoir le connecter à n'importe quel outil, que ce soit votre CRM ou votre système de gestion de contenu e-commerce, par exemple. Donc, Et les marketeurs? et même les agences digitales pour vraiment servir cela, cette vague, cette opportunité gigantesque qu'est l'intelligence artificielle. C'est pourquoi, lors de la StrapiConf qui a eu lieu en mai 2025, nous avons lancé Strapi Intelligence Artificielle. Strapi Intelligence Artificielle est une suite de fonctionnalités qui intègre réellement l'intelligence artificielle dans le système de gestion de contenu. La première étape que nous avons annoncée est le générateur de type de contenu intelligence artificielle. Désormais, dans Strapi, vous pouvez simplement discuter avec Strapi et dire « Hey, je construis un site e-commerce, merci de créer la structure de contenu pour moi » et il vous suggérera automatiquement une structure de contenu adaptée à votre projet spécifique. Par exemple, si vous créez un blog, il générera un champ titre, un champ contenu, un champ image, peut-être tout ce dont vous avez besoin. Si vous avez un projet avec React, par exemple, ou n'importe quel autre framework front-end, vous pouvez simplement glisser, déposer ce projet dans Strapi et Strapi analysera tous les composants. S'il détecte un composant bouton, un composant menu, il créera la structure de contenu idéale pour votre projet front-end, ce qui fait gagner beaucoup de temps aux développeurs dans le processus. Les autres fonctionnalités de intelligence artificielle sur lesquelles nous travaillons actuellement sont la traduction. Donc, vous pouvez traduire le contenu d'une langue à une autre en un clic. Et d'autres choses comme la génération de médias, c'est comme des vidéos, des ressources et des images directement depuis le système de gestion de contenu. Ce sont toutes des choses sur lesquelles nous travaillons activement et que nous allons déployer dans les mois à venir.
Et je pense qu'il y a quelque chose d'encore plus grand, c'est comment passer d'une seule instruction, comme créer un article de blog ou construire un site web entier avec des versions pour ordinateur, etc. Et je pense que c'est vraiment là que se trouve l'avenir. C'est le système de gestion de contenu agentique, si je peux dire, où vous pouvez vraiment donner une instruction à votre système de gestion de contenu et créer des sites web entiers en quelques secondes. Et je pense que nous verrons beaucoup d'améliorations dans ce domaine à l'avenir. Merci. Et c'est vraiment impressionnant de voir comment vous intégrez l'ingénierie de prompt directement intégrée au système de gestion de contenu. Donc, en tant que plateforme open source avec une grande communauté, je voudrais te mettre en avant quelques chiffres, puis poser ma question. Donc, open source, on parle dans le monde, il y a, selon les rapports de GitHub, environ 100 millions de développeurs spécifiquement répertoriés sur GitHub et comme nous l'avons vu, il y a eu une augmentation de 26% des comptes développeurs dans le monde en une seule année. Donc, nous allons continuer à en avoir plus, même s'il y a beaucoup de mythes autour de l'intelligence artificielle qui prend les emplois. De plus, 90% des entreprises utilisent l'open source et une part significative possède des bureaux de programmes open source. Donc, en tant que système de gestion de contenu open source, vous devez également trouver un équilibre entre les besoins de la communauté open source et les exigences des utilisateurs de niveau entreprise. Comment maintenez-vous cet équilibre, surtout pour vos clients d'entreprise et les clients et partenaires d'entreprise? Oui, alors tout d'abord, concernant le nombre de développeurs, je pense que tout le monde devient en quelque sorte développeur parce que l'anglais est un peu votre langage de programmation, même si bien sûr, si vous voulez créer des projets avancés, il faut vraiment être expert dans un langage de programmation. Donc, cela signifie que Stripey est fantastique pour les petits projets, mais aussi pour des cas d'utilisation très importants. Typiquement, Adidas.com fonctionne avec Stripey, donc Stripey est prêt pour l'entreprise et en tant qu'entreprise, nous sommes là pour donner du pouvoir à toutes ces entreprises. Début 2023, nous avons également lancé Strapi Cloud, qui est une plateforme d'hébergement pour les projets Strapi, ce qui signifie que non seulement vous pouvez héberger Strapi sur votre propre cloud, mais nous proposons aussi une plateforme pour faciliter les déploiements et tout gérer pour vous, des déploiements à la montée en charge de l'infrastructure. Cela a vraiment été un succès. C'est destiné aux marchés intermédiaires, aux petites entreprises, mais nous avons aussi de très grands noms comme Dior ou Louis Vuitton sur Strapi Cloud. Et cela a vraiment, vraiment bien progressé et c'est très apprécié par la communauté. D'un point de vue interne, nous sommes passés de la création d'une communauté de développeurs individuels à une concentration sur ces très grandes entreprises lorsque nous avons lancé l'édition Enterprise. Et cela a vraiment été formidable. Je suis fier de l'entreprise, mais nous voulions aussi revenir à nos racines, qui sont les développeurs, et c'est pourquoi Strapi Cloud est en fait très aligné avec l'ensemble de la communauté Strapi, parce que l'un des projets open source réalisés avec Strapi dans cette communauté open source est censé être en production un jour, et c'est pourquoi Strapi Cloud est vraiment adapté, car il pourrait héberger 100% des projets open source, alors que l'édition Enterprise ne concerne qu'une petite partie de ses utilisateurs de Strapi. Eh bien, c'est impressionnant et nous mettrons les notes à ce sujet lorsque nous publierons l'interview, mais ce sont des atouts assez impressionnants que la communauté peut construire et surtout le pont entre l'écosystème général des entreprises et la communauté. Donc, vous avez mentionné l'importance de la communauté, donc les chiffres, vous pouvez me corriger, c'est environ 72 000 développeurs actifs dans votre communauté et 66 000 étoiles sur GitHub. Donc, Strapi a construit une communauté vraiment fantastique et mondiale. Parlez-nous de cette communauté et de la stratégie pour nourrir cet écosystème pour les personnes qui veulent savoir comment elles peuvent s'engager et aussi faire partie de cela.
Oui, donc nous avons effectivement construit une assez grande communauté et ces personnes sont basées partout dans le monde. Donc elles commencent souvent à utiliser Strapi. Elles peuvent rejoindre la communauté si elles ont des questions. Elles peuvent poser des questions sur notre Discord public. Elles peuvent aussi publier des issues ou des pull requests dans le dépôt GitHub. Et à un niveau plus avancé, en utilisant Strapi, elles peuvent même développer des plugins, par exemple. C'est vraiment comme ça que la communauté s'est construite au fil des années. D'accord, c'est très impressionnant. Donc, une chose dans beaucoup de communautés, voilà, vous avez, comme vous l'avez mentionné, Discord, mais est-ce que vous avez des événements que vous mettez en avant et est-ce que vous organisez un grand événement où vous réunissez tous les développeurs, un peu comme les événements d'Apple ou de Microsoft, ou est-ce quelque chose que vous envisagez de faire à l'avenir? Oui, donc avant le COVID, nous organisions beaucoup de meet-up Strapi partout dans le monde, mais bien sûr, tout s'est arrêté à cause du COVID. Donc nous avons fait quelques événements en ligne et nous avons commencé à organiser la StrapiConf. Et la première StrapiConf, je pense, c'était en 2021. Et la StrapiConf, c'est notre événement annuel où nous partageons beaucoup de grandes annonces et c'est une opportunité fantastique de mettre en avant toutes ces annonces avant l'événement et d'accueillir des clients et partenaires incroyables qui mettent en avant la façon dont ils utilisent Strapi. Et la plupart du temps, nous avons aussi des membres de la communauté qui présentent comment ils ont contribué à Strapi, que ce soit pour le cœur ou pour la création de plugins. Donc, c'est un événement que nous organisons chaque année, mais il était en ligne jusqu'à cette année. Donc, en mai 2025, nous avons organisé la première SwapiConf en présentiel. C'était le 13 mai et c'était un événement fantastique parce que nous avons enfin rencontré cette communauté Swapi en personne. Bien sûr, nous avions déjà rencontré certains de nos clients, quelques membres de la communauté, certains de nos partenaires en personne avant cet événement, mais c'était plutôt un par un. Mais cette fois, nous avons vraiment rencontré beaucoup de personnes de la communauté et c'était fantastique de célébrer toutes les réalisations des 10 dernières années. C'était aussi une occasion formidable de faire toutes ces grandes annonces comme Strapi, intelligence artificielle, l'intégration avec Shopify, le nouveau constructeur visuel, toutes ces choses-là en personne. Et je peux vous dire que c'est tellement motivant pour nous en tant qu'équipe que nous nous engageons tous pour les 10 prochaines années. Nous sommes tous très enthousiastes pour l'avenir. Félicitations pour cette communauté en pleine croissance avec de multiples domaines. Votre système de gestion de contenu et votre communauté mettent l'accent sur la décentralisation et l'éthique de l'open source, qui influencent le leadership et la feuille de route du produit. Pour provoquer un peu en termes de décentralisation, vous avez mentionné l'intégration ouverte avec l'intelligence artificielle et des plateformes comme Shopify. Envisagez-vous aussi d'intégrer le Web3 ou des technologies plutôt centralisées? C'est intéressant. J'ai récemment vu une interview et nous avons discuté par exemple, en termes de chiffres, pour ce qui est des développeurs Web3, nous avons environ 30 millions de personnes. Mais je ne parle pas de la communauté open source, mais des développeurs. Pour comparer, le Web 2 en compte 30 millions contre seulement 10 000 pour le Web 3, une différence frappante entre ces technologies. Comme tu l'as dit, nous devenons tous un peu développeurs avec le prompt engineering, mais j'aimerais savoir comment tu vois la décentralisation, le Web 3, l'intelligence artificielle et même la crypto s'intégrer dans ta feuille de route produit. En ce moment, nous avons plusieurs Internets distincts. Nous avons l'Internet, l'interface utilisateur, expérience utilisateur, intelligence artificielle, l'interface utilisateur, expérience utilisateur, recherche, et l'interface utilisateur, expérience utilisateur, Web 3, beaucoup de fragmentation. J'aimerais avoir votre avis et votre feuille de route sur ce sujet. Oui, donc nous, Avons pensé à stocker le contenu géré dans Strapi sur la blockchain. Ce serait un cas d'utilisation assez impressionnant si vous voulez vraiment que le contenu que vous avez sur un site web ou sur une autre application. Nous voyons tous une source de vérité comme un article de blog qui peut être facilement modifié. Comment pouvez-vous vous assurer que cette version d'un article de blog était vraiment celle d'il y a 2 ans? Et je pense que la blockchain est la meilleure technologie pour vraiment avoir cette source de vérité. Ceci étant dit, je veux dire que tout le monde n'a pas besoin d'une telle capacité et
ce que nous avons entendu de la communauté, c'est qu'ils veulent de vraies fonctionnalités de systèmes de gestion de contenu comme l'édition visuelle, toutes ces choses-là. Et c'est pourquoi nous avons vraiment décidé d'investir dans l'expérience développeur. Ceci étant dit, n'importe qui peut connecter Strapi à une blockchain parce que c'est entièrement personnalisable. Ils peuvent faire ce dont ils ont besoin et donc c'est faisable. À la place, nous avons décidé de vraiment nous concentrer sur l'intelligence artificielle parce que nous pensons vraiment que cela change la façon dont les gens créent des sites web et du contenu. Donc pour nous, c'est une façon de rendre les choses plus cohérentes. Je comprends. Donc, vous avez abordé l'intelligence artificielle et vous avez parlé avant de l'intégration avec le e-commerce et avec Shopify. Donc, Stripe est connu et bien sûr, c'est le plus grand, l'un des systèmes de gestion de contenu open source les plus connus au monde. Il propose actuellement de nombreuses fonctionnalités comme des Uniform Resource Locator optimisés pour le référencement, utilisant des slugs pour des liens propres et descriptifs afin d'améliorer la visibilité dans les recherches. Et de plus, vous bénéficiez de fonctionnalités e-commerce exhaustives. Pouvez-vous développer ce domaine car bien sûr, une grande partie du monde concerne le e-commerce et l'unicité de la façon dont nous intégrons. En particulier, vous avez mentionné Shopify et d'autres solutions dans cette direction. Oui, le e-commerce, c'est très important. C'est environ 25% des projets réalisés avec Striving, mais Strap est utilisé davantage pour gérer le reste du contenu, pas les informations sur le produit. Il existe d'excellents systèmes de gestion de contenu e-commerce qui sont très performants pour gérer les produits, comme le nom du produit, les images du produit, les variantes du produit, le prix, la description, mais aussi la gestion de la livraison grâce aux intégrations, aux paiements et aux commandes, toutes ces choses-là. Et Strap est excellent pour gérer le contenu comme les articles de blog, les pages, les menus, toutes ces choses-là. Donc, nous n'avons pas l'intention d'être un site e-commerce et un système de gestion de contenu e-commerce, même si vous pouvez bien sûr gérer des produits et ajouter des paiements, ce genre de choses. Mais à la place, nous, Investerians. dans les intégrations, c'est pourquoi j'ai eu StripeConf concernant l'intégration avec Shopify. Et donc, l'idée, c'est d'imaginer que vous êtes dans Strapi et que vous construisez une page. Donc, vous avez votre menu et vous avez peut-être un carrousel de produits sur votre propre page. Et ce que vous pouvez faire dans Strapi, c'est que vous pouvez ajouter une diapositive et pour le contenu de cette diapositive, vous pouvez sélectionner un produit qui se trouve dans Shopify, par exemple, ou dans n'importe quel autre système de gestion de contenu e-commerce ou auprès de n'importe quelle autre personne. Et cela signifie que vous sélectionnez ce produit en recherchant, par exemple, chaussures Adidas. Vous sélectionnez la paire de chaussures que vous souhaitez afficher dans ce carrousel et Strapi va stocker l'identifiant du produit Shopify. Cela signifie que vous avez une seule source de vérité qui est Shopify dans cet exemple. Donc, nous ne stockons jamais le prix. Nous ne stockons jamais la description et cela signifie que chaque fois que vous allez modifier votre produit dans Shopify, cela mettra automatiquement à jour votre projet front-end parce que le front-end va interroger l'interface de programmation d'application Strapi et l'interface de programmation d'application Strapi va récupérer les informations depuis Shopify, éventuellement avec un système de cache qui est déjà supporté avec Redis et elle enverra les informations du produit à l'application front-end. Donc, c'est extrêmement pratique pour les développeurs parce qu'il y a une seule source de vérité, pas besoin de synchroniser les données, mais c'est aussi pratique pour les éditeurs de contenu parce que depuis leur système de gestion de contenu qui est Strapi, ils peuvent sélectionner des produits qui sont gérés par eux-mêmes ou par une autre équipe dans un autre outil. L'une des forces de Strapi, c'est bien sûr sa capacité à évoluer à différentes échelles et probablement la plus connue, c'est la capacité à gérer des multicanaux, des projets clients et des applications critiques en termes de performance. Dont beaucoup de gens parlent, c'est l'interface utilisateur et différentes parties. Alors, que faites-vous dans ce sens? Et surtout, comment voyez-vous le rôle des communautés de développeurs évoluer dans la construction de l'avenir de Strapi et de l'avenir des infrastructures web et de contenu? Au final, ce qui importe, c'est la façon dont les développeurs rendent cela convivial en utilisant l'interface utilisateur Wax ou d'autres fonctionnalités que nous développons ici.
Ouais, exactement. Oui, je pense que les développeurs continueront à jouer un rôle énorme dans l'avenir de Strapi en contribuant au cœur du projet, en créant ces plugins, mais aussi en développant des sites web préconstruits que tout le monde peut utiliser comme point de départ. Par exemple, si vous voulez un site web déjà prêt ou autre chose, vous devriez pouvoir choisir un modèle provenant de la communauté existante et peut-être que ce modèle serait généré par l'intelligence artificielle. Donc, je pense que c'est vraiment là que les développeurs peuvent jouer un rôle important à l'avenir. Donc, tu parles d'intelligence artificielle. En ce qui concerne l'intelligence artificielle en ce moment, nous intégrons beaucoup d'éléments d'intelligence artificielle, de l'intelligence artificielle générative à surtout l'intelligence artificielle agentique. Et tu as mentionné que tu intègres l'intelligence artificielle agentique dans le système de gestion de contenu. Alors, comment vois-tu tout d'abord l'intégration avec les modèles de langage de grande taille et aussi l'un des plus grands défis, c'est d'intégrer le contenu humain avec le contenu généré par la machine. Comment organises-tu le flux de données entre tous ces éléments? C'est quelque chose sur lequel tu travailles parce que, bien sûr, tu peux automatiser beaucoup de choses et intégrer beaucoup de parties différentes, mais il y a beaucoup de défis entre l'automatisation, l'indexation pour les moteurs de recherche et aussi pour les plateformes d'intelligence artificielle, parce qu'au final, certaines de ces plateformes d'intelligence artificielle prennent le dessus et même Google affiche maintenant Gemini comme résultat de recherche. Donc, j'aimerais avoir ton avis là-dessus et aussi comment tu vois la situation, l'intégration de l'intelligence artificielle dans le système pour évoluer et aussi atténuer les risques qui en découlent. Exactement. Donc, tout d'abord, je pense que ça a vraiment du sens d'avoir un système de gestion de contenu natif à l'intelligence artificielle qui te permette, en discutant avec le système de gestion de contenu, de créer du contenu, de modifier du contenu, de traduire du contenu. Et c'est pour ça que la première étape, c'est d'ajouter absolument l'intelligence artificielle, pas partout, mais aussi, mais partout où ça a du sens dans le système de gestion de contenu, parce que les lampes Tesla vont consommer plus de contenu. On aura besoin de produire plus de contenu. Et le système de gestion de contenu est l'endroit pour créer et gérer ce contenu. Donc, c'est l'étape la plus importante. L'autre étape, c'est comment peut-on passer de zéro à un site web entièrement opérationnel grâce au prompt? Et maintenant, comment peut-on mieux s'intégrer à tous ces frameworks de contenu, à tout cela, des outils de codage comme Cursor et tous les autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut améliorer pour faciliter ce parcours. Donc ça, c'est aussi un autre chapitre qui nous intéresse énormément. Et le troisième concerne probablement davantage la consommation. ALEO, et c'est le nouveau optimisation pour les moteurs de recherche. Donc, c'est vraiment cette idée d'optimiser le contenu, non pas pour Google, mais pour ces modèles de langage de grande taille. Et je pense qu'il y aura beaucoup de similitudes parce que ces modèles de langage de grande taille, lorsqu'ils sont entraînés, voudront accéder au contenu très rapidement. La performance restera donc cruciale. Ils feront en sorte que le contenu soit structuré, et donc, tout ce que nous avons vu avec le Hypertext Markup Language et les métadonnées, cela restera toujours d'actualité. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui resteront similaires à ce que nous avons construit au cours des 2 dernières décennies. Mais beaucoup de choses vont aussi changer. Et nous sommes là pour permettre aux utilisateurs de Strapi de naviguer dans ce parcours. Chez Strapi, nous créons nous-mêmes beaucoup de contenu pour l'intelligence artificielle. Nous utilisons généralement des outils comme AirOps pour créer une invite et utilisons certains modèles de langage de grande taille pour créer des articles de blog, par exemple, et pour les publier directement dans Strapi. Mais c'est donc très utile pour la création de contenu. Nous continuerons à publier davantage de contenu sur ce sujet, et nos éditeurs de contenu peuvent produire un meilleur contenu plus rapidement parce que cela a beaucoup de valeur pour tout le monde, pour les entreprises qui produisent le contenu, mais aussi pour les personnes qui lisent ce contenu parce que nous pensons que les vérifications humaines sont extrêmement importantes, mais éviter l'effet de la page blanche où il faut une éternité pour commencer un article de blog ou tout autre type de contenu, l'intelligence artificielle change vraiment la donne à ce niveau-là. Et donc, c'est vraiment votre assistant et je pense que la somme sera positive. C'est un élément clé et je suis content que tu en aies parlé parce que c'est une de mes passions, car le défi en ce moment avec la croissance rapide des agents d'intelligence artificielle, c'est que nous allons avoir des sites web
des humains et des agents intelligence artificielle qui vont interagir d'une manière ou d'une autre. Et aussi, le défi, c'est que beaucoup de ces agents intelligence artificielle pourraient se répliquer eux-mêmes et créer d'autres agents intelligence artificielle. Cette partie s'annonce intéressante. Donc, en regardant cela, ainsi que les défis liés à la cybersécurité autour de tout ça, par exemple, l'un des plus grands défis, ce sont les deepfakes et beaucoup d'autres choses. Et l'intégration, par exemple, est l'une des choses auxquelles j'ai moi-même été confronté, même sur certains de nos sites web, où des gens falsifient nos sites et les intègrent dans différentes parties. Donc, il y a un grand aspect de la cybersécurité, à la fois en ce qui concerne la falsification de l'identité des personnes, mais aussi la falsification de sites web. Donc, l'une des questions est quels sont les défis que vous voyez au sein de votre propre communauté, de vos propres équipes, et aussi comment voyez-vous ce défi à l'échelle mondiale, les défis et les opportunités qui en découlent, mais aussi en termes de cybersécurité et de géolocalisation. Oui, eh bien, malheureusement, la liste est longue, donc il est difficile de couvrir tous ces sujets, mais il est vrai que cloner un site web est plus facile que jamais. Donc, les personnes qui font du phishing s'amusent probablement à cloner un site web et à envoyer des emails avec le même design que des sites célèbres, les designs d'entreprise. Et oui, je suppose que les identifiants des gens, c'est vraiment mauvais. Et euh, même si c'est moins lié au développement web, je pense que la falsification d'identité à travers la voix ou même les avatars vidéo, ça devient aussi très facile. Et donc, d'une certaine manière, c'est quelque chose qu'on a depuis des années. Comme dans Photoshop, par exemple, on pouvait faire une fausse image de n'importe qui, mais le problème, c'est que ça devient de plus en plus difficile. J'aimerais que l'humanité n'ait que de bonnes intentions, mais malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, oui, je pense qu'on va tous devoir être encore plus prudents que nous l'avons été ces dernières années. Est-ce que vous travaillez sur des domaines spécifiques en cybersécurité pour la communauté des développeurs de Strapi? Et y a-t-il un travail particulier que vous faites dans cette direction en tant que communauté open source? Donc, nous faisons beaucoup de formations internes. Et quand il s'agit de la communauté Swapi, nous avons un programme de chasse aux bugs, donc j'espère que l'intelligence artificielle va nous aider à trouver les failles de sécurité avant qu'il n'y ait un quelconque problème de service. Donc, C'est ça, oui. oui, on essaie d'être prudent avec ça. Merci. Alors, pour la suite de Strapi, y a-t-il quelque chose que tu voudrais mettre en avant en termes de nouveaux partenariats, fonctionnalités ou orientation stratégique pour l'année à venir? Que peux-tu partager avec notre audience? Quelle est ta vision pour faire grandir Strapi? Te concentres-tu davantage sur la croissance de la communauté ou l'augmentation du nombre de sites web? Un aperçu de ta vision aussi. Oui, donc nous avons 4 piliers pour les prochains trimestres et ces piliers sont exactement ceux que j'ai partagés. Et c'est tropical. Le premier, c'est d'unifier le front-end et le système de gestion de contenu. Même si l'approche headless est excellente pour de nombreuses raisons, elle a ajouté un peu de complexité et nous simplifions l'intégration entre le front-end et le système de gestion de contenu pour rendre l'expérience globale plus facile. Le deuxième pilier, c'est de faire grandir la communauté et l'écosystème. Comme je l'ai mentionné précédemment, nous croyons vraiment en l'importance d'avoir plus de plugins, plus de partenaires et de faire en sorte que tout le monde bénéficie de l'écosystème. C'est donc le deuxième pilier. Le troisième, c'est de rendre l'expérience globale plus facile et plus abordable. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lors de la StrapiConf, nous avons annoncé le plan gratuit Strapi Cloud, ce qui signifie qu'à partir de maintenant, vous pouvez héberger n'importe quel projet Strapi gratuitement, avec quelques limitations, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est faisable parce que nous voulons construire une très grande communauté. Et le dernier pilier qui est vraiment au centre de tous les autres, c'est l'intelligence artificielle. Nous voulons vraiment saisir cette opportunité unique et intégrer l'intelligence artificielle partout où cela a du sens. C'est juste. C'est très intéressant. Donc, du côté de l'intelligence artificielle, j'ai beaucoup de passion pour l'intégration d'agents intelligence artificielle avec un visage
Penses-tu particulièrement à intégrer une sorte d'ancêtre intelligence artificielle physique qui pourrait s'intégrer? Parce que l'une des choses que je ressens, c'est que beaucoup de ces agents intelligence artificielle, s'ils ont un visage, ce sera plus difficile de, surtout pour obtenir, je dirais, eh bien, on peut toujours falsifier une identité sur un agent, mais on peut créer des intentions plus humaines entre les différentes intelligences artificielles. Et aussi, je pense qu'on va voir de grands progrès dans la façon dont Internet va interagir, en particulier avec la réalité virtuelle, en particulier avec les nouvelles lunettes qui arrivent, hein, que ce soit de Snap ou de Meta. Et je pense aussi que Google et Apple vont s'y mettre. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce domaine de l'informatique spéciale que vous faites en intégrant votre système de gestion de contenu avec certaines de ces choses? Strawberry, c'est Atlas utilisable avec presque toutes ces technologies, mais je pense vraiment que oui. La façon dont nous allons interagir avec les ordinateurs ou plus largement avec les machines, parce que je pense que l'idée même des ordinateurs va vraiment changer dans les prochaines années. Ça a complètement changé avec les téléphones, avec les smartphones, bien sûr. Mais je pense que la manière dont nous allons interagir avec les machines en général va changer radicalement au fil des années. La voix va devenir très importante. Euh, les avatars, l'interaction, simplement discuter avec les machines comme nous le faisons déjà avec Venture GPD et dire merci. Oui, nous sommes à une époque où l'on dit merci à la machine, mais cela se produit déjà et je pense que ça va vraiment continuer dans ce sens. De manière exponentielle, et je pense que le matériel et la robotique en général vont aussi jouer un rôle important là-dedans. Tu as mentionné le matériel comme la réalité virtuelle, et je pense que la réalité augmentée va aussi devenir très importante parce que les Google Glass étaient comme 15 ans en avance, mais imagine, tu marches dans la rue et il y a un bâtiment spécifique, tes lunettes vont afficher plus d'informations à son sujet. Et maintenant, nous avons les modèles de langage de grande taille pour ça. Nous avons tous les outils et ce n'était pas envisageable il y a 15 ans. Donc, je pense que nous allons voir de nombreux changements que personne ne peut anticiper en ce moment. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc, l'une des dernières questions, donc dans vos solutions, vous avez trois secteurs verticaux qui sont assez diversifiés et en fait assez intéressants. Parmi les principaux utilisateurs de Strapi, on retrouve surtout les grands services financiers mondiaux, ainsi que les entreprises du secteur de la technologie et des services. Mettez en avant les segments des télécommunications, des médias et du jeu vidéo avec des études de cas. Ces domaines sont intéressants, notamment les télécommunications, les médias et le jeu vidéo qui touchent un large public, mais aussi les services financiers. Et c'est quelque chose qu'on ne verrait probablement pas dans l'open source, donc c'est assez intéressant. Cela permet à nos utilisateurs de le voir. Oui, bien sûr. Donc, je pense que l'une des choses que les services financiers apprécient vraiment avec Strapi, c'est la confidentialité des données, parce qu'ils peuvent héberger leur système de gestion de contenu sur leur propre serveur. Et en termes de cas d'utilisation, il y en a un qui est vraiment intéressant et c'est pour une banque basée aux États-Unis. Ils gèrent le contenu sur leurs distributeurs automatiques de billets. Si vous voulez retirer de l'argent, vous verrez sûrement un message sur le distributeur. Cela peut être le message de bienvenue ou n'importe quoi d'autre. Et grâce à leur instance Stripe, ils peuvent mettre à jour le contenu de tous leurs distributeurs automatiques dans le pays en un seul clic. Cela souligne l'importance de la confidentialité des données. Donc ça, c'est pour les banques. Une autre banque met en place un système interne de gestion de l'apprentissage et il s'agit d'informations privées parce que c'est destiné à leurs employés. Ces informations ne devraient pas être accessibles à tous sur le site web public. Comme ils peuvent héberger Trapi sur leur propre serveur, nous pouvons aussi le faire. L'inverse, il y a beaucoup de petites entreprises qui ne se préoccupent pas forcément de la confidentialité des données. Ils utilisent les Trapi Cloud pour profiter de ces avantages de la rapidité en développement et mise en production. Il s'agit donc d'une grande variété d'entreprises. Mais d'une certaine manière, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas toutes avoir et c'est pourquoi nous nous exerçons aussi avec l'avenir. C'était très intéressant. Donc, ce truc va avoir 10 ans en 2025, en fait, en octobre. Donc, 10 ans, c'est vraiment un parcours fantastique. Alors, y a-t-il des moments forts de la communauté au cours de ces 10 années? Vous souhaitez promouvoir nos produits communautaires et célébrer les moments forts à cette occasion.
Je vous rappelle simplement que c'est votre 10e anniversaire en octobre, au cas où vous organiseriez une célébration spéciale. Oui, eh bien, merci. Donc, Stravikov en personne était déjà un peu une célébration de ces 10 dernières années, mais il y en aura d'autres durant la seconde moitié de cette année. Et oui, tout commence avec la communauté qui célèbre tout ce que nous avons accompli ensemble. Je partagerai également d'importantes améliorations concernant les produits dans les mois à venir. Alors restez à l'écoute et rien de tout cela n'aurait été possible. Sans la communauté et l'équipe Swappy, rien de cela n'aurait été possible. Je suis extrêmement reconnaissant envers toutes les personnes de l'équipe. Ils ont tous fait un travail incroyable au cours des 10 dernières années et ils vont être essentiels pour la suite. Je suis très enthousiaste chez Swappy. Oh, merci beaucoup. Donc, probablement la dernière question concerne un petit conseil pour les jeunes fondateurs open source, je pense en particulier, et les développeurs. Je pense que maintenant, tu as mentionné beaucoup d'intelligence artificielle et je pense que beaucoup de jeunes développeurs et de jeunes personnalités ou de jeunes gens qui sortent des universités ont du mal à trouver leur voie, surtout dans ce nouveau type de rôle qui sont en train d'être créés au fur et à mesure que nous parlons. Donc, as-tu un conseil ou trois conseils pour les jeunes développeurs, les fondateurs open source et les personnes qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Alors, nous devons décomposer cela. Le premier point, c'est vraiment l'adoption des logiciels open source, puis la monétisation, et c'est tout. Ce sont deux défis bien distincts. Le premier consiste à bâtir un projet open source, attirer des utilisateurs et développer la communauté. Je pense qu'il faut être absolument passionné par ce que l'on fait et le problème que l'on essaie de résoudre. Si vous développez un logiciel open source, c'est sûrement pour une raison. C'est parce que vous n'avez jamais trouvé l'outil dont vous rêviez. Alors, félicitations pour le lancement de votre produit. C'est fantastique. Je suis sûr que vous avez travaillé là-dessus pendant de nombreux mois et maintenant il est temps de le publier sur GitHub, d'aller sur les forums, de faire connaître votre projet et de demander des retours. La beauté d'un logiciel réside dans l'intérêt qu'il suscite chez les gens, je pense. Et ils partageront des retours transparents, honnêtes et sincères, et cela sera très précieux pour itérer, pour vraiment comprendre qu'il y a un besoin pour cela et que ce besoin n'était pas seulement le vôtre. Ensuite, vous voudrez construire la communauté. Commencez à recevoir des contributions en termes de code, mais aussi en termes de promotion. Continuez à discuter avec cette communauté, passez du temps sur Discord ou Slack, peu importe ce que vous utilisez, mais bien sûr, tout cela se passe sur GitHub. Vous utilisez cette plateforme pour héberger votre projet. Et ensuite, lorsqu'il s'agit de monétiser le projet, il existe quelques modèles économiques pour gagner de l'argent autour d'un projet open source. Je pense que le principal est l'open core. Cela implique une extension du projet open source, que ce soit via une édition entreprise ou des plugins payants. Quelle que soit la forme, c'est une opportunité intéressante de vendre des fonctionnalités supplémentaires aux utilisateurs existants du projet open source. Alors, cela signifie que ces fonctionnalités peuvent être automatisées. Donc, attendez-vous à ce que les entreprises apprécient probablement ces fonctionnalités supplémentaires. Et donc, oui, vous aurez très rapidement de grandes entreprises qui vous demanderont plus, ce qui est excitant. Mais assurez-vous également de ne pas vous écarter de votre feuille de route actuelle, car cela peut être un piège et vous pourriez oublier votre communauté en cours de route. Le second modèle économique, c'est l'hébergement. Cela dépend du type de logiciel que vous avez. Il peut s'agir d'un logiciel d'infrastructure, comme une base de données sans interface utilisateur, ou d'un logiciel applicatif comme un système de gestion de contenu ou un CRM, ou tout autre outil avec une interface utilisateur. OK, dans un cas comme dans l'autre, les utilisateurs devront héberger la plateforme et donc vous pourriez proposer votre logiciel applicatif en tant que service ou votre logiciel d'infrastructure en tant que service. Pensez à GitLab et gitlab.com, à ce que nous faisons avec TrapCloud ou avec MongoDB Atlas, par exemple, qui est une version managée de MongoDB. C'est un très bon modèle économique parce que 100% des projets doivent aller en production à un moment donné si ce sont des projets sérieux et les gens ont l'habitude de payer pour l'hébergement. Donc, ils choisiront plus probablement votre solution, sauf si
Vous ciblez des clients très orientés entreprises, comme les banques et les sociétés de santé qui tiennent vraiment à l'auto-hébergement, mais ce n'est pas forcément par là que vous devriez commencer. Sauf si vous êtes dans la cybersécurité ou ce genre de secteur, parce que ces entreprises sont de grands noms, mais elles sont aussi difficiles à gérer au début. Donc, je recommanderais l'hébergement. J'ai donné une conférence lors du Open Course Summit en décembre 2023. Il y a une vidéo sur YouTube. Donc, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à la regarder. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Pierre. J'ai encore quelques questions, mais je vais en prendre une seule. Félicitations, c'est génial et j'adore la façon dont tu abordes tous ces sujets différents. Pour les personnes qui nous écoutent, je pense que nous mettrons tous les liens vers la gestion, les relations presse, ainsi que vers la plateforme Strapi où nous avons toutes ces choses différentes. C'est vraiment une aventure incroyable et je pense que vous venez juste de commencer, donc je vous souhaite 10 prochaines années de succès incroyable et beaucoup d'innovation. Merci beaucoup d'être venu, super, merci de m'avoir invité aujourd'hui.